Une condamnation à 110 ans de prison, l'effondrement d'un empire financier estimé à 12,6 milliards de dollars et des milliers de vies brisées, et un magnate de la crypto-monnaie autrefois valorisé à 43 milliards de dollars désormais derrière les barreaux. Voici 10 milliardaires qui croupissent aujourd'hui en prison. Numéro 10, Allen Stanford, une condamnation exemplaire, 110 ans. Allen Stanford, autrefois magnate incontesté de la finance, est aujourd'hui le symbole ultime de la trahison financière à grande échelle. Au sommet de sa gloire, dans les années 2000, Allen Stanford était la définition vivante du succès. Propriétaire de jets privés, de yachts de luxe et d'une équipe de cricket renommée, il incarnait une opulence qui fascinait le monde entier. À Antigua, où se trouvait son Stanford International Bank, il avait créé son propre paradis. Cette île tropicale, avec ses plages immaculées et ses palmiers, était non seulement le siège de son empire financier, mais aussi le théâtre de sa vie de prestige. Stanford était un homme charismatique, capable de séduire aussi bien les politiciens que les célébrités. Il organisait des soirées somptueuses, parrainait des tournois sportifs spectaculaires et offrait une vision d'un rêve caribéen où chaque investisseur semblait pouvoir prospérer. Mais derrière cette façade parfaite se cachait un sombre secret, une gigantesque fraude Ponzi qui finirait par tout détruire. Pendant plus de 20 ans, Stanford a construit un système qui paraissait invincible. Il attirait des investisseurs du monde entier en leur promettant des rendements exceptionnellement élevés grâce à des certificats de dépôt nés soi-disant sûrs. Ces investissements, prétendument garantis par des actifs solides, donnaient l'illusion d'un placement sans risque. En réalité, aucun de ces fonds n'était utilisé pour des investissements réels. Stanford recyclait l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les rendements promis aux anciens, créant ainsi un château de cartes financier qui semblait inébranlable. Ce stratagème permit à Stanford de vivre dans un luxe extravagant tout en dupant des milliers de personnes, des retraités modestes aux grandes fortunes qui lui avaient confié leurs économies de toute une vie. En 2009, tout s'effondra. Une enquête menée par la SEC, Securities and Exchange Commission, révéla l'ampleur de la fraude. Lorsque les investisseurs paniqués commencèrent à demander leurs fonds, Stanford ne put maintenir l'illusion. Les économies de vie de plus de 18 000 investisseurs disparurent presque instantanément. En 2012, après un procès long et très médiatisé, un tribunal américain condamna Allen Stanford à 110 ans de prison, marquant ainsi l'une des peines les plus sévères jamais infligées pour une fraude financière. Cette décision reflétait non seulement l'ampleur de ses crimes, mais aussi son manque de remords. Stanford, refusant toujours de reconnaître sa culpabilité, affirma que l'effondrement de son empire était le résultat d'un complot mondial orchestré contre lui. Aujourd'hui, Allen Stanford, âgé de 74 ans, purge sa peine dans une prison fédérale de haute sécurité, loin du luxe ostentatoire auquel il était habitué. Ses journées, désormais rythmées par la monotonie carcérale, sont un contraste brutal avec sa vie d'autrefois. En plus de sa condamnation, Stanford a été sommé de rembourser près de 6 milliards de dollars à ses victimes. Pourtant, pour la majorité d'entre elles, cet argent reste hors d'atteinte, englouti dans les méandres de sa fraude colossale. L'histoire d'Allen Stanford est une mise en garde puissante contre les dangers de la cupidité et de la tromperie. Elle illustre comment un empire bâti sur des mensonges peut s'effondrer du jour au lendemain, entraînant dans sa chute non seulement son créateur, mais aussi des milliers de victimes innocentes. Stanford n'a peut-être pas eu recours à des évasions spectaculaires ou à des stratagèmes hollywoodiens pour fuir la justice, mais sa descente aux enfers est tout aussi impressionnante. Autrefois l'un des hommes les plus riches et les plus influents du monde, il est désormais un prisonnier parmi d'autres, effacé des pages de l'histoire qu'il avait tant cherché à marquer. Tous les milliardaires criminels ne creusent pas des tunnels souterrains ou n'organisent des évasions spectaculaires. Numéro 9, Joaquín El Chapo Guzmán, l'un des barons de la drogue les plus infâmes et les plus redoutés de l'histoire moderne, a transformé la fuite de la justice en un art. Aujourd'hui, il est enfermé dans une cellule glaciale et isolée, bien loin des fastes et de la terreur qu'il imposait jadis à travers son empire du crime. À la tête du néocartel de Sinaloa, El Chapo a orchestré une organisation criminelle si vaste et si complexe qu'elle semblait tout droit sortie d'un film hollywoodien. Ce cartel, l'un des plus puissants et des plus violents jamais connus, a inondé les États-Unis de centaines de tonnes de cocaïne, d'héroïne, de méthamphétamine et de cannabis, générant des milliards de dollars de profits. Au sommet de sa domination, le cartel contrôlait environ 25% du trafic de drogue entrant aux États-Unis depuis le Mexique. El Chapo n'était pas seulement un trafiquant de drogue, il était un stratège redoutable, un homme d'affaires impitoyable et un maître de l'évasion. Sa capacité à contourner la justice mexicaine et internationale lui a permis de bâtir un mythe, alimenté par des évasions spectaculaires et des récits de violence brutale.
Le génie criminel d'El Chapo a été mis en lumière à plusieurs reprises. En 2001, il s'évade d'une prison de haute sécurité mexicaine, caché dans un chariot à linge, un exploit qui soulève des questions sur le niveau de corruption au sein des autorités locales. Pendant plus d'une décennie, il échappe à toutes les tentatives de capture jusqu'à ce qu'il soit finalement arrêté en 2014, mais l'histoire ne s'arrête pas là. En mai 2015, Guzman réalise une évasion encore plus audacieuse. Un tunnel d'1 kilomètre parfaitement équipé de rails et d'une moto modifiée est creusé directement jusqu'à sa cellule. Cette opération, minutieusement planifiée, reflète non seulement la puissance logistique de son cartel, mais aussi son incroyable détermination à ne pas se laisser enfermer. Cependant, sa cavale prend fin en 2016 lorsqu'il est capturé à nouveau sous la pression croissante des États-Unis. Cette fois, le Mexique décide de l'extrader, marquant le début de la fin pour l'homme autrefois intouchable. Le procès d'El Chapo, qui s'est tenu à Brooklyn en 2019, a levé le voile sur les rouages internes du cartel de Sinaloa. Pendant des mois, des témoins, dont d'anciens associés et membres de sa propre organisation, ont détaillé les actes de violence, de corruption et de blanchiment d'argent qui soutenaient son empire. Le verdict fut sans appel. Reconnu coupable de trafic de drogue, blanchiment d'argent et participation à une organisation criminelle, il avait été condamné à une peine de prison à perpétuité, assortie de la confiscation de ses 12,6 milliards de dollars, représentant les profits générés par son empire de la drogue. Aujourd'hui, El Chapo purge sa peine dans l'isolement glacé de l'EZADX, Florence. Une prison de sécurité maximale située dans le Colorado et surnommée l'Alcatraz des Rocheuses. Dans cet environnement austère, les échos de son passé glorieux se sont éteints. La cellule exiguë qu'il occupe, où la lumière du jour n'entre presque jamais, est un monde à des années-lumière des villas somptueuses et des fêtes luxueuses qu'il organisait autrefois. Même les tentatives désespérées de sa famille pour planifier une nouvelle évasion se sont heurtées à l'intransigeance des autorités américaines. Pour un homme habitué à dominer, cette solitude imposée est une punition aussi sévère que la prison elle-même. El Chapo est passé d'un statut de roi incontesté du crime à celui de prisonnier oublié, symbole des conséquences inévitables du pouvoir absolu. Pourtant, son histoire reste une mise en garde. Même les empires les plus redoutables peuvent s'effondrer lorsque la cupidité, la violence et la corruption sont leurs seules fondations. Si Guzman a contrôlé le marché mondial de la drogue, il n'a pas échappé à une vérité universelle. La chute est inévitable pour ceux qui construisent leur pouvoir sur la souffrance des autres. Aujourd'hui, son nom est un avertissement, un rappel brutal que même les hommes les plus puissants ne sont pas intouchables face à la justice. Et tandis qu'El Chapo contemple les murs nus de sa cellule, il doit se demander « À quoi bon tout ce pouvoir si tout finit par disparaître ?» Les secrets sombres. Derrière la vie luxueuse de Prakashouya, en Suisse. Explorons les bâtisses obscures qui se cachent derrière le faste apparent de Prakashouya, en Suisse, ainsi que les travailleurs piégés sous ce vernis de richesse numéro 8. Prakashouya, figure éminente d'une famille fortunée, a longtemps joui de décennies de luxe et de pouvoir avant de se heurter à des ennuis juridiques. En tant que l'un des patriarches de la famille Ouya, il et sa famille ont bâti un empire industriel diversifié, s'étendant de la technologie de l'information à l'immobilier, amassant une valeur nette estimée à 21 milliards de dollars. Cependant, en 2023, la réputation de Prakash s'est effondrée suite à un scandale majeur impliquant l'exploitation de travailleurs au sein de leur somptueuse villa en Suisse. Prakash, accompagné de sa femme, de son fils et de sa belle-fille, a été accusé de maltraiter des employés domestiques venus d'Inde. Ces travailleurs, promis à une meilleure qualité de vie, se sont retrouvés confrontés à une réalité brutale. Leurs passeports ont été confisqués, les retenant dans la villa et les obligeant à travailler jusqu'à 18 heures par jour pour un salaire dérisoire transféré directement dans des comptes bancaires en Inde, auxquels ils n'avaient même pas accès. Les travailleurs ont décrit une atmosphère de peur constante, avec des rapports révélant qu'ils dormaient parfois sur le sol du sous-sol, dépourvus des commodités humaines de base. Face à ces accusations graves de traite des êtres humains, le tribunal familial a finalement rejeté ces allégations, condamnant plutôt Prakash et ses proches pour exploitation des travailleurs. En guise de sanction, le juge a infligé 4 peines distinctes allant de 4 à 6 ans de prison pour chaque membre de la famille. Malgré les arguments de la défense, invoquant la détérioration de la santé de Prakash et sollicitant une clémence, le tribunal n'a pas fléchi. De plus, certaines de leurs possessions, y compris des bijoux précieux, ont été saisis en prévision de potentielles pénalités. Cette condamnation représente une chute significative pour un milliardaire qui autrefois vivait dans le luxe en Suisse, démontrant que même des fortunes colossales ne peuvent pas toujours protéger contre les menaces sécurité nationale et morale. Parallèlement,
Chang Pengxiao, surnommé le roi des crypto-monnaies, croyait pouvoir échapper aux régulations jusqu'à ce que la loi le rattrape. Son histoire résonne avec celle de Prakash Huya, illustrant que le pouvoir et la richesse ne garantissent pas l'impunité face à la justice. Numéro 7, Chang Pengxiao, connu sous le surnom de CZ, est une figure emblématique du monde des crypto-monnaies. En tant que fondateur de Binance, la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde, il a accumulé une fortune estimée à 43 milliards de dollars, faisant de lui l'un des titans de cette industrie émergente. Contrairement à d'autres personnalités controversées, les déboires juridiques de CZ ne reposent pas sur des actes de violence ou d'exploitation. Au lieu de cela, ils trouvent leur origine dans des pratiques réglementaires douteuses. Binance a été accusé par les autorités américaines de violer les lois contre le blanchiment d'argent, notamment en ne bloquant pas des transactions suspectes liées à des organisations terroristes. La philosophie de CZ envers la réglementation était bien connue. Il aurait déclaré à son équipe qu'il valait mieux demander pardon que demander la permission. Cette approche risquée a fini par attirer l'attention des procureurs qui ont demandé une peine exemplaire pour souligner les risques systémiques et les enjeux de sécurité nationale que posaient de telles pratiques. Malgré des demandes initiales pour une peine de 3 ans d'emprisonnement, CZ a finalement été condamné à seulement 4 mois de détention. Le juge a pris en compte son aveu de culpabilité et sa coopération avec les autorités, mais a insisté sur la nécessité de rendre des comptes, même pour les plus puissants de l'industrie. Bien que CZ ait démissionné de son poste de PDG de Binance, son influence dans le monde des crypto-monnaies reste indéniable. Il conserve des liens étroits avec les membres du conseil d'administration de l'entreprise. Et Binance elle-même continue de faire face à des défis majeurs, notamment des enquêtes en cours et des milliards de dollars potentiellement en jeu. Le cas de CZ est plus qu'une simple affaire juridique. C'est un moment charnière pour le secteur des crypto-monnaies. Pendant longtemps, des figures comme CZ semblaient intouchables, leur richesse et leur pouvoir offrant une protection contre les autorités. Mais aujourd'hui, les règles changent et même les titans du numérique doivent rendre des comptes, Dans un monde où la richesse semble parfois offrir une immunité, que se passe-t-il lorsque la richesse et l'influence d'un milliardaire deviennent une cible littérale sur son dos? Le prochain milliardaire tombera sur la mauvaise force politique et sera payé par une décennie derrière les barreaux. Point numéro 6. Mikhail Khodorkovsky et Platon Lebedev, deux magnates du pétrole qui ont osé défier l'homme le plus puissant de Russie, Vladimir Poutine. Voici leur histoire, entre pouvoir, prison et persécution. Mikhail Khodorkovsky, à la tête de Yukos, une grande compagnie pétrolière dont ils exerçaient une influence significative au début des années 2000, à leur apogée. Mikhail Khodorkovsky était l'homme le plus riche de Russie, Avec une fortune qui atteignait des sommets vertigineux, il symbolisait le succès capitaliste d'une Russie post-soviétique. Platon Lebedev, son partenaire de confiance, partageait ce trône du pouvoir économique. Yukos, l'une des plus grandes compagnies pétrolières privées au monde, représentait non seulement une réussite industrielle, mais également un levier d'influence politique significatif. Cependant, ce pouvoir a rapidement attiré l'attention du Kremlin, en particulier lorsque Khodorkovsky a commencé à financer des partis d'opposition et à critiquer ouvertement Vladimir Poutine. En 2003, les choses ont pris un tournant dramatique. Khodorkovsky et Lebedev ont été arrêtés sous des accusations de fraude et d'évasion fiscale. Pour beaucoup, il s'agissait de charges politiquement motivées, destinées à réduire au silence un rival devenu trop influent. Ces arrestations ont marqué le début d'un procès médiatisé qui a capté l'attention du monde entier. Des organisations de défense des droits de l'homme et des gouvernements étrangers ont dénoncé une parodie de justice, pointant du doigt les méthodes autoritaires du Kremlin. Pendant ce temps, Yukos a été démantelé et ses actifs repris par des entreprises contrôlées par l'État, consolidant ainsi l'emprise économique du régime. Alors que leur peine initiale devait prendre fin en 2011, de nouvelles accusations de détournement de fonds et de blanchiment d'argent ont été portées contre Khodorkovsky et Lebedev. Ces nouvelles accusations ont prolongé leur incarcération, prolongeant leur calvaire en prison. Cependant, en 2013, dans un geste inattendu, Vladimir Poutine a accordé une grâce à Khodorkovsky et Lebedev a également été libéré peu après. Si leur libération a marqué la fin de leur emprisonnement physique, le coût personnel et professionnel était immense. Yukos avait été détruite, leur fortune largement confisquée et leur influence économique effacée. Mais Khodorkovsky, loin de s'effondrer, est devenu un critique virulent du Kremlin depuis son exil. Pourtant, une décennie de travaux forcés a laissé des cicatrices indélébiles. Ce qui était autrefois une vie de luxe et de pouvoir s'est transformé en une existence marquée par la lutte pour la justice et la liberté d'expression. L'histoire de Khodorkovsky et Lebedev rappelle que, même pour les plus riches, l'affrontement avec des forces politiques puissantes peut tout bouleverser.
Plongeons-nous dans l'histoire fascinante et troublante de Raj Rajaratnam, un magicien de Wall Street, pensait que des informations privilégiées le rendraient invincible jusqu'à ce que le FBI vienne frapper. Numéro 5, Raj, le célèbre initié de Wall Street, Rajaratnam. Cette histoire est une histoire de haute finance qui a mal tourné. Fondateur du célèbre hedge fund Galleon Group, Rajaratnam gérait un portefeuille de plus de 7 milliards de dollars, faisant de lui l'un des investisseurs les plus influents de son époque. Avec des relations solides et un instinct infaillible pour les marchés, Rajaratnam incarnait l'excellence de Wall Street. Mais derrière ce succès éclatant se cachait une stratégie illicite. Rajaratnam avait mis en place un réseau complexe d'informateurs au sein des plus grandes entreprises, lui fournissant des informations confidentielles. Ces tuyaux lui donnaient un avantage déloyal, générant des profits massifs mais illégaux. En 2011, après des années de surveillance et d'écoute téléphoniques, le FBI a démantelé l'un des plus vastes réseaux de délits d'initiés de l'histoire américaine. Rajaratnam a été reconnu coupable de 14 chefs d'accusation, incluant fraude et conspiration, et condamné à 11 ans de prison, la peine la plus sévère jamais prononcée pour un tel crime à l'époque. Ce verdict a marqué un tournant pour Wall Street. Il a envoyé un message clair. Même les figures les plus puissantes de la finance ne sont pas au-dessus des lois. Pourtant, après avoir purgé 8 ans de prison, Rajaratnam a été libéré en 2019 sous assignation à domicile, grâce au First Step Act, une réforme visant à réduire certaines peines. Passons maintenant à John Kapoor, un autre milliardaire déchu, mais cette fois dans le domaine de la santé. Fondateur d'Insys Therapeutics, Kapoor ne dirigeait pas une entreprise pharmaceutique ordinaire. Son empire reposait sur une stratégie sombre. Corrompre des médecins pour qu'ils prescrivent un puissant spray opioïde, même lorsque cela n'était pas médicalement nécessaire. Grâce à des campagnes marketing agressives et à des pots de vin, Insys a contribué à l'aggravation de l'épidémie d'opioïdes aux États-Unis, provoquant des milliers de décès par surdose. En 2019, des preuves accablantes ont révélé que l'entreprise faisait pression sur les médecins pour qu'ils augmentent les doses prescrites, alimentant la dépendance et le chaos dans de nombreuses familles américaines. Kapoor est devenu le premier PDG milliardaire à être condamné à une peine de prison pour son rôle dans cette crise. En 2020, il a été condamné à 5 ans et demi de détention. Cependant, en raison de la pandémie de Covid-19, il a été transféré en assignation à domicile en 2023, suscitant des critiques face à ce traitement jugé clément pour un crime aux conséquences dévastatrices. Mais notre prochain milliardaire est allé plus loin que la loi électorale de FLED et a commis une fraude à l'immigration. Rencontrez Huo Wengui, un milliardaire chinois qui pense qu'un pseudonyme peut lui acheter la liberté. Numéro 3, Guo Wengui, également connu sous divers pseudonymes, dont Mook Lam Le, a vécu une vie de luxe entre Hong Kong et New York. Cependant, derrière cet extérieur flamboyant se cachait un réseau complexe de fraude qui allait précipiter sa chute. Guo Wengui a orchestré une série d'opérations frauduleuses, incluant des contributions politiques illégales aux États-Unis. Il a utilisé des prête-noms pour transférer des millions de dollars depuis la Chine, dissimulant ses transactions sous de faux prétextes. Une partie de cet argent a été investi dans un appartement de luxe à Manhattan. Guo Wengui a également présenté de faux documents pour obtenir une carte verte et utilisé des identités fictives pour contourner les autorités. En 2023, les enquêteurs fédéraux ont découvert ces stratagèmes menant à son arrestation. En mars 2024, il a été reconnu coupable de toutes les accusations et condamné à 7 mois de prison, suivi d'une expulsion des États-Unis. Guo Wengui sera envoyé dans un pays tiers autre que la Chine à la fin de sa peine. Bien que sa chute, il due à la corruption, attendait d'entendre parler de la femme qui a construit tout son empire à partir de la tromperie. Numéro 2, Elizabeth Holmes, de star de la Silicon Valley à prisonnière. Elizabeth Holmes est plus qu'une simple entrepreneur en technologie. Elizabeth Holmes était autrefois saluée comme une visionnaire révolutionnant le domaine médical. Fondatrice de Theranos, elle incarnait la promesse d'une nouvelle ère dans les soins de santé. Avec son style épuré, col roulé noir et voix grave, elle était souvent comparée à Steve Jobs. Des investisseurs influents, tels que Rupert Murdoch et Larry Ellison, ont injecté des millions dans sa start-up convaincus qu'elle allait transformer la médecine. Mais derrière cette façade se cachait une réalité beaucoup plus sombre. La technologie de test sanguin de Theranos, prétendument capable de diagnostiquer des maladies graves avec une seule goutte de sang, n'a jamais fonctionné comme promis.
Des patients ont reçu des résultats inexacts, conduisant à des diagnostics erronés pour des maladies graves telles que le cancer ou le VIH. Holmes et son équipe ont maintenu l'illusion en contrôlant strictement les informations et en intimidant les lanceurs d'alerte au sein de l'entreprise. En 2015, le scandale a éclaté lorsque le journaliste d'investigation John Carreyrou du Wall Street Journal a exposé la fraude. L'effondrement de Theranos a été rapide. L'entreprise a perdu près d'1 milliard de dollars d'investissement. En 2022, Elizabeth Holmes a été condamnée à 11 ans de prison fédérale pour fraude et complot. Le tribunal lui a également ordonné de rembourser 4,52 millions de dollars, bien que de nombreux investisseurs, y compris Rupert Murdoch, n'aient jamais récupéré leur argent. Aujourd'hui, Holmes n'a purgé qu'une fraction de sa peine, avec encore de longues années à passer derrière les barreaux. Ces histoires, celles de Guo Wengui et d'Elizabeth Holmes, illustrent les conséquences de l'avidité et de la tromperie. Si Guo Wengui a abusé des systèmes politiques et financiers, Holmes a joué avec la santé des patients et la confiance des investisseurs. Chacun, à sa manière, incarne les dangers d'une ambition démesurée et les coûts des illusions que certains sont prêts à entretenir. Vous vous exclamerez « Incroyable !» Cette femme, une milliardaire vietnamienne, a été condamnée à la peine de mort pour une fraude de 44 milliards de dollars. Numéro 1, Truong My Lan, figure centrale du scandale financier de 44 milliards de dollars. Truong My Lan, autrefois icône de l'immobilier vietnamien, a vu son empire s'effondrer de manière spectaculaire, marquant l'une des affaires de corruption les plus retentissantes de l'histoire moderne du pays. Lan a débuté humblement vendant des cosmétiques dans une épicerie familiale. Cependant, avec les réformes économiques du Vietnam à la fin des années 1980, elle a su saisir des opportunités sans précédent. En exploitant la croissance rapide du pays, elle a bâti une fortune colossale dans l'immobilier, développant des hôtels, des restaurants haut de gamme et des complexes commerciaux. Son succès, toutefois, reposait largement sur des pratiques douteuses. Grâce à ses relations influentes avec des fonctionnaires, elle a acquis des terrains publics de premier choix à des prix dérisoires. En 2011, elle a orchestré la fusion de 3 banques en difficulté pour créer la Banque commerciale de Saigon, SCB, malgré la loi vietnamienne limitant à 5% la participation individuelle dans une banque. Par des prête-noms et des sociétés écrans, elle contrôlait secrètement plus de 90% des actions de la SCB Chow. Sous son contrôle, la SCB est devenue un outil de manipulation financière. Lan a utilisé des prêts frauduleux pour siphonner les fonds de la banque vers des comptes étrangers. L'ampleur de la fraude, estimée à 44 milliards de dollars, a choqué le gouvernement vietnamien, qui a lancé une enquête massive. Le procès, une véritable démonstration de transparence, a mobilisé 2700 témoins, 10 procureurs d'État et 2100 avocats. Des responsables de haut niveau ont été impliqués, y compris un ancien inspecteur en chef des banques, condamné à perpétuité pour avoir accepté 5 millions de dollars de pots de vin de Lan. En 2023, Truong My Lan a été condamnée à la peine capitale, devenant l'une des rares femmes au Vietnam et dans le monde à recevoir une telle sentence pour des crimes économiques. Le tribunal a également ordonné la restitution de 27 milliards de dollars, bien que beaucoup doutent que cette somme soit jamais récupérée. Certains analystes estiment que la peine de mort visait à exercer une pression pour qu'elle restitue davantage des milliards détournés. Lan a nié les accusations et a prévu de faire appel. Pourtant, son ascension fulgurante, suivie d'une chute brutale, restera gravée dans l'histoire comme un exemple frappant des dangers d'un pouvoir incontrôlé dans une économie en mutation rapide. Son cas s'inscrit dans le cadre de la vaste campagne anticorruption menée par le gouvernement vietnamien qui a déjà vu la destitution de 2 présidents, plusieurs ministres et des centaines de fonctionnaires. Bien que Lan attende les résultats de son appel, les dommages qu'elle a causés continueront de hanter le secteur bancaire vietnamien pendant des années. Pourtant, cette affaire n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de la face sombre de la richesse. Derrière les portes closes des demeures luxueuses, d'autres histoires, tout aussi choquantes, attendent d'être révélées. Merci d'avoir suivi cette histoire. S'il vous plaît, partagez vos réflexions en aimant et en vous abonnant. On se retrouve pour une autre nouvelle histoire inspirante.